Dans la nuit du samedi 3 janvier 2026, les États-Unis ont mené une opération visant à capturer le président vénézuélien Nicolás Maduro. Opération réussie. Le leader vénézuélien et sa femme sont enlevés en un temps record par des unités des forces spéciales américaines. Donald Trump justifie toute cette opération par la nécessité de lutter contre le narcotrafic et de stopper l'entrée de drogue sur le territoire américain. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout le contexte et on va voir que les États-Unis ont évidemment d'autres intérêts au Venezuela et ils vont bien au-delà de la question du narcotrafic. Alors remettons un peu de contexte. Depuis septembre 2025, les États-Unis ont donc déployé une large force navale dans les Caraïbes pour stopper les bateaux légers de narcotrafiquants. Les frappes sont réalisées dans les Caraïbes, mais aussi dans le Pacifique, et en réalité, les 2/3 des frappes ont lieu dans le Pacifique, et on fait un peu plus d'une centaine de morts aujourd'hui. Pour mener cette opération, les États-Unis s'appuient notamment sur leur base située à Porto Rico. Donc pour rappel, Porto Rico, c'est 7 îles, et elle a un statut juridique spécial de territoire non incorporé des États-Unis. Et il s'appuie aussi sur des aéroports situés sur les îles Vierges des États-Unis, ce sont d'autres îles des Caraïbes sous souveraineté américaine, et sur Aruba et Curaçao, 2 îles sous souveraineté des Pays-Bas. Donc voilà pour le déploiement américain. Mais maintenant la question c'est que transportent ces narcotrafiquants? Et surtout, quel impact ça a sur la société américaine? Parce que pour envoyer une force aussi conséquente, c'est sûrement que l'enjeu est colossal. Et un enjeu pour moi, c'est de pouvoir vivre de ma chaîne. Pour ça, il me faut des soutiens, et NordVPN en fait partie. NordVPN, c'est une application pour mobile ou ordinateur dont la principale fonction est de chiffrer toutes vos activités en ligne. Concrètement, vous allez sur l'application et vous sélectionnez un serveur sur la carte auquel vous souhaitez vous connecter. En faisant ça, vous allez simuler le fait de naviguer sur Internet à partir de ce serveur et donc masquer votre adresse IP et vos données de navigation. Alors, pourquoi masquer ces données de navigation? Eh bien, parce que ça peut par exemple éviter que des sites d'e-commerce collectent vos habitudes d'achat pour mieux vous cibler ensuite, ou même revendre vos données à d'autres acteurs du web. Ou encore, ça permet d'éviter que votre fournisseur d'accès à Internet limite votre bande passante si vous en consommez trop. Oui, ça peut arriver. Ça, c'est pour la fonctionnalité VPN de NordVPN. Mais l'appli propose d'autres outils comme la protection anti-menace qui va bloquer les sites de phishing, les trackers ou encore les publicités intrusives. Et également analyser les fichiers que vous téléchargez pour s'assurer qu'ils ne sont pas dangereux, ne contiennent pas de virus, etc. Et au-delà du côté sécuritaire, avec la fonction de VPN, en vous localisant dans un autre pays, vous pouvez accéder à des catalogues différents sur les plateformes de streaming. Par exemple, en vous localisant aux États-Unis, vous allez avoir accès au catalogue américain sur Netflix ou Disney+. Bref, c'est toujours bien d'avoir un VPN à dispo. Moi, je l'utilise dans mes recherches pour avoir accès à des infos que je ne pourrais pas avoir autrement. Et ils ont aussi une politique no-log, c'est-à-dire qu'ils ne conservent aucun registre d'activité de leurs utilisateurs. Et en utilisant mon lien, vous gagnez 4 mois d'abonnement en plus sur les abonnements de 2 ans avec un accès sur 10 appareils en simultané. Et c'est satisfait ou remboursé pendant 30 jours, donc il n'y a aucun risque à tester. Et je me répète, mais tester un de mes partenaires, c'est apporter un soutien à la chaîne. Donc merci beaucoup si vous le faites. Et maintenant, on reprend avec la vidéo. Alors dans son discours, Trump vise surtout 2 drogues, la cocaïne et le fentanyl. La cocaïne, vous savez ce que c'est, ça provient de la feuille de coca qui est transformée et à laquelle sont ajoutées d'autres substances. Et le fentanyl, c'est une drogue de synthèse. À la base, c'est en fait un analgésique prescrit pour les patients en phase terminale de cancer. Et dans le contexte états-unien, on a en fait une crise des opioïdes depuis les années 2010, c'est-à-dire une forte augmentation de la consommation de ces drogues, dont le fentanyl fait partie, mais on a aussi une augmentation de la consommation de cocaïne. Et tout ça avec globalement une augmentation des overdoses liées à ces consommations et autres conséquences néfastes que ça peut avoir sur une société. Alors je vais vous donner quelques chiffres pour illustrer mon propos. Sur ce graphique, vous voyez le nombre de morts pour 100 000 habitants par overdose par an et par type d'opioïde. Et les chiffres viennent du Centre national des statistiques de santé. Vous voyez la courbe verte? Elle représente les opioïdes de synthèse. Et pour la majeure partie, c'est du fentanyl. Et il y a clairement une explosion depuis 2014. Et maintenant, on va prendre un graphique équivalent, mais pour la consommation de cocaïne, qui fait partie des psychostimulants. Vous avez toujours le nombre de morts par overdose pour 100 000 habitants. Et on voit également une forte augmentation dans toutes les catégories depuis 2014-2015. Et au final, en 2023, c'est plus de 100 000 morts d'overdose aux États-Unis, dont 80 000 via la prise d'opioïdes, et plus précisément un peu plus de 70 000 pour le fentanyl. Donc là, le positionnement de Trump, c'est de dire il y a un problème avec la consommation de drogue aux États-Unis, ça impacte notre société et ça cause des dommages allant jusqu'à la mort de citoyens américains. Et ça, c'est indéniable. Et pour régler le problème, vous pouvez le prendre par plusieurs bouts. Vous focalisez sur les consommateurs, sur les voies d'acheminement ou sur les producteurs. Et clairement, il a choisi de mettre le paquet sur les voies d'acheminement et sur les producteurs.
Et pourquoi pas, hein, ça peut marcher. Et donc là, on va voir s'il s'y prend bien, si sa stratégie est pertinente. Bon alors je vous spoil, hein, mais non, c'est pas pertinent et je vais vous expliquer pourquoi. On commence par la cocaïne. Les premiers pays producteurs sont la Colombie, loin devant, c'est environ 67% de la production de coca mondiale. Puis on a le Pérou pour environ 25%, et la Bolivie avec 8% environ. Donc là, première chose, on ne retrouve pas le Venezuela dans notre top 3, qui représente grosso modo 100% de la production mondiale. Et la Colombie représentant les 2 tiers de cette production mondiale, on va regarder un peu où c'est cultivé dans le pays, parce qu'on aime bien les cartes. Donc vous voyez sur cette carte les zones de production principales en Colombie. On les trouve dans les départements de Nariño, Cauca et Putumayo dans le sud-ouest, et dans les départements d'Antioquia, Bolívar et Norte de Santander dans le nord. Une bonne partie de la coca est transformée ensuite en cocaïne sur place, et historiquement, elle était surtout exportée vers les pays de consommation depuis des ports colombiens. Alors, c'est toujours vrai aujourd'hui, mais ce n'est plus uniquement le cas. La drogue passe maintenant par d'autres ports, notamment Guayaquil en Équateur, à destination surtout du Mexique pour ensuite entrer aux États-Unis, ou à destination de l'Océanie. Mais aussi beaucoup par le port de Santos, près de Sao Paulo, au Brésil. Là, en fait, la drogue part ensuite pour des pays lusophones africains, car c'est plus pratique pour les groupes criminels brésiliens de travailler avec des pays qui parlent la même langue. Et puis la drogue est envoyée depuis ces pays africains vers les pays de destination, en Europe surtout, et en Océanie. Alors ok, mais les États-Unis dans tout ça? Eh bien, une bonne partie de la cocaïne consommée aux États-Unis part de Colombie par bateau et passe par le Mexique avant d'entrer aux États-Unis par voie terrestre. La cocaïne peut être transportée cachée dans des conteneurs, dans des cargos ou via des bateaux rapides et légers. Et dans ce cas-là, ces bateaux légers font escale en chemin car ils n'ont pas les capacités de faire des distances si grandes. Mais vous le voyez, finalement, peu de bateaux partent spécifiquement du Venezuela. Du coup, revenons un peu sur le dispositif américain déployé. On l'a vu, la marine américaine a tapé dans les Caraïbes, mais aussi dans le Pacifique. Alors, pour ce qui est du Pacifique, on peut se dire, ok, ce sont des bateaux partant de Colombie ou du Pérou, à destination du Mexique ou d'autres États d'Amérique centrale. Donc il y a une logique. Et de l'autre côté, côté Caraïbes, il peut y avoir une logique aussi, mais une logique si on tape des bateaux partant aussi de Colombie. Mais là, le truc, c'est que Trump n'a pas arrêté de mettre la pression au Venezuela. Il a demandé directement à Maduro de s'en aller, l'a prévenu qu'il allait bientôt frapper, etc. Alors que la logique voudrait qu'il s'en prenne plutôt à la Colombie. Et puis surtout, là, on parle du trafic de cocaïne, alors qu'on l'a vu, ce sont surtout les opioïdes, et plus particulièrement le fentanyl, qui cause des overdoses à répétition aux États-Unis. Et alors là, si on s'intéresse au processus de production puis de transport du fentanyl, on y trouve encore moins de logique, car les éléments qui composent le fentanyl, ils viennent surtout de Chine et dans une moindre mesure d'Inde. Ils sont acheminés par avion, puis transformés en fentanyl soit directement sur place, aux États-Unis, ou alors au Mexique, et puis c'est envoyé aux États-Unis par voie terrestre, en passant par la frontière. Donc là, on est loin des Caraïbes et du Venezuela. Bref, vous l'avez compris, il y a un truc qui cloche dans la communication de Trump et dans ses justifications pour l'opération menée au Venezuela. Alors, pourquoi ? Durant les années 2000, sur le plan stratégique, les États-Unis se concentrent sur le Moyen-Orient avec les guerres d'Irak et d'Afghanistan. Puis, au tournant des années 2010, Barack Obama opère un pivot asiatique et se concentre sur l'Indo-Pacifique, notamment du fait de la montée en puissance de la Chine. Et aujourd'hui, Donald Trump souhaite se recentrer sur l'hémisphère occidental et consolider l'influence américaine sur le continent américain. Et en Amérique, seuls 3 États sont réellement hostiles aux États-Unis, Cuba, le Nicaragua et le Venezuela. En fait, au Venezuela, Hugo Chavez arrive au pouvoir en 1999 et il se rapproche des pays qui remettent en cause l'hégémonie américaine, la Russie ou l'Iran par exemple. Il meurt en 2013 et son vice-président et successeur, Nicolás Maduro, prend le pouvoir et reste sur cette ligne politique de contestation du pouvoir états-unien. Sachant qu'à cette époque-là, on a la Chine qui se positionne également plus clairement sur cette ligne, elle est largement montée en puissance et Xi Jinping arrive au pouvoir en 2013 également. Mais malgré ces positionnements opposés sur le plan international, les États-Unis et le Venezuela sont étroitement liés par le commerce de pétrole. En fait, longtemps, les États-Unis ont été le premier importateur de pétrole vénézuélien, secondé aujourd'hui seulement par la Chine. Les 2 pays américains sont donc des partenaires de premier plan. Donc là, on voit au Venezuela 2 enjeux pour les États-Unis. C'est un des seuls pays américains opposés à la suprématie américaine, alors que Trump souhaite centrer la stratégie américaine sur l'hémisphère occidental, donc sur le continent américain. Et il y a du pétrole dont les États-Unis ont besoin. Et il y a beaucoup de pétrole. En fait, le Venezuela détient même les plus grandes réserves de pétrole au monde. Elle représenterait environ 1/3 des réserves mondiales, selon des estimations américaines. Et elle se situe dans le bassin de l'Orénoque, dans le nord du pays. Alors c'est du pétrole plus difficile à extraire, et le Venezuela a du mal à l'extraire aujourd'hui justement, par manque d'infrastructures, mais ça poserait pas de problème aux compagnies américaines. Donc pour sécuriser influence politique et approvisionnement énergétique,
Ce serait quand même pas mal que Maduro laisse le pouvoir à un gouvernement un peu plus pro-USA. En tout cas, c'est le point de vue de Trump. Tout ça dans un contexte ces dernières années où on voit la Chine beaucoup investir au Venezuela et la Russie lui vendre des armes. On est donc clairement dans une lutte d'influence régionale. Et dans cette lutte, la première arme des États-Unis, ça a d'abord été les sanctions. Au début de la première présidence de Donald Trump en 2017, le Venezuela était déjà dans le viseur des États-Unis depuis plusieurs années, avec des sanctions notamment sur des personnalités politiques vénézuéliennes. Mais l'administration Trump va aller plus loin avec des sanctions économiques et financières, notamment en 2019 sur la Compagnie pétrolière nationale du Venezuela, PDVSA. L'entreprise ne peut alors plus être payée pour ses exportations vers les États-Unis et 7 milliards de dollars d'actifs sont gelés. La production de pétrole vénézuélien plonge, passant de 1,6 million de barils par jour début 2019 à 430 000 en juillet 2020. Alors ok, le Covid est aussi passé par là, mais on le voit sur ce graphique, la chute débute avant la crise sanitaire. Ça a pour conséquence une immigration vénézuélienne de masse, en partie à destination des États-Unis, alors qu'en passant, un des fers de lance de la politique de Trump, c'est la lutte contre l'immigration. Mais malgré son impopularité, le gouvernement de Maduro ne tombe pas. Donc double échec pour les États-Unis avec ces sanctions. Et en plus de ça, PDVSA, comme l'a fait la Russie, est parvenue à mettre en place une flotte fantôme pour exporter son pétrole, et elle exporte surtout à des concurrents des États-Unis, l'Iran et surtout la Chine. Triple échec. Puis on change d'administration aux États-Unis, Joe Biden arrive au pouvoir. En novembre 2022, il lève certaines sanctions et permet à PDVSA de refaire du commerce avec les États-Unis, mais avec des conditions, et notamment l'obligation de vendre aux États-Unis le pétrole issu d'une collaboration entre PDVSA et une entreprise pétrolière américaine. Donc là, le but pour les États-Unis, c'est en fait de profiter du commerce avec le Venezuela, tout en l'empêchant, en partie, de commercer avec ses concurrents, notamment la Chine. Une manière un peu plus douce d'exercer son influence sur le pays et d'éloigner ses rivaux. Et en octobre 2023, toutes les sanctions contre PDVSA sont levées en échange de la tenue d'élections présidentielles libres au Venezuela l'année suivante, en 2024. Mais les élections de 2024 sont entachées d'irrégularités, des opposants à Maduro sont notamment empêchés de candidater, donc certaines sanctions sont rétablies. Là, il y a donc eu une tentative côté américain de faire changer le régime par les élections en échange de régulation commerciale. Mais ce fut également un échec. Et pourtant, sur le plan de l'influence américaine, ça avait plutôt bien fonctionné, puisque les échanges avec la Chine avaient largement diminué. Ils étaient passés de 491 000 barils exportés vers la Chine par jour en 2021 à 310 000 en 2024. Et il était estimé que la quantité de pétrole exporté via la flotte fantôme vénézuélienne avait baissé de 60% entre 2021 et 2024. Mais en 2025, Trump revient au pouvoir et rebelote, il retente la manière forte avec tout ce qu'on a vu depuis le début de la vidéo. Le déploiement dans les Caraïbes tout au long du dernier tiers de l'année et puis l'opération consistant à enlever Maduro début janvier 2026. Et au moment où j'enregistre cette vidéo, Maduro est en train d'être jugé aux États-Unis pour narcotrafic et sa vice-présidente au Venezuela a déclaré assurer l'intérim de son côté. Du côté de l'opposition de Maduro au Venezuela, on peut parler de deux personnages. Le premier, c'est Edmundo González Urrutia. C'est le candidat qui a officiellement perdu face à Maduro lors des élections de 2024, élections entachées d'irrégularité. Le camp de González revendiquant la victoire avec 60-70% des voix. Le deuxième personnage à prendre en compte, c'est María Corina Machado. Machado, elle a remporté en 2023 à plus de 90% les primaires de l'opposition en vue des élections présidentielles de 2024. Sa cote de popularité était au plus haut et elle était bien placée pour devenir la prochaine présidente vénézuélienne. Mais le régime Maduro l'en empêche en la rendant inéligible dès 2023. Et elle finit par soutenir González aux élections de 2024. Et à l'issue de la capture de Maduro par les États-Unis, Machado appelle à reconnaître González comme président et González se déclare prêt à prendre ses responsabilités. Mais de son côté, Trump ne semble pas disposé à laisser l'opposition vénézuélienne exercer le pouvoir sur le pays. Au contraire, il déclare que Machado n'a pas le soutien ni le respect des Vénézuéliens et que les États-Unis vont exercer un contrôle direct sur le Venezuela pour une durée qui n'est pas encore déterminée. Et des entreprises pétrolières américaines vont s'implanter dans le pays et exploiter les énormes réserves pétrolières qu'il contient. Donc alors que Trump mettait en avant l'excuse du narcotrafic pendant toute cette séquence, aujourd'hui il ne prend même plus la peine de cacher ses intentions. Les intérêts, c'est le pétrole et la domination régionale. Et par ailleurs, même s'il ne faut pas pleurer Maduro évidemment, le fait de faire tomber un régime de la sorte crée un précédent. Quelle crédibilité pourront désormais avoir les États-Unis sur le dossier ukrainien, ou si la Chine décide d'intervenir militairement à Taïwan? Et quelle confiance accorder à cet allié si prompt à bafouer de telle sorte le droit international? Et même en supposant que dans 3 ans succède à Trump un ou une présidente américaine plus alignée sur le droit international, maintenant, on sait que l'alternance démocratique américaine peut mener au pouvoir ce type de comportement.
donc la confiance est brisée. Un basculement avait déjà commencé à s'opérer en 2017 lors du premier mandat de Trump, et ce basculement est confirmé davantage chaque jour. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, aidez-moi à la mettre en avant avec un pouce, un partage, un commentaire. N'hésitez pas non plus à aller jeter un œil aux sponsors de cette vidéo. Et comme d'habitude, je remercie aussi tous les tipeurs qui me font des dons tous les mois sur la plateforme Tipeee. Merci beaucoup. Et si vous voulez les rejoindre, il y a les liens en description. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!